Donc une première question d'actualité. Y a-t-il des informations au sujet du vaccin contre la Covid sur des enfants qui suivent un traitement à base d'hormones de croissance? Oui, ça je veux bien répondre. Donc c'est une réponse assez simple. Les enfants qui ont un traitement par hormone de croissance doivent suivre les recommandations pour la vaccination contre la Covid de tous les autres enfants. Le fait d'être traité par hormone de croissance n'est absolument pas une contre-indication à cette vaccination. Merci pour votre réponse. Combien de temps après la mise en place du traitement peut-on juger de son efficacité? Ça, je veux bien répondre. On a des informations assez rapidement. En fait, si on regarde, il y a des gens qui aiment bien les maths, qui ont modélisé les réponses thérapeutiques et qui ont regardé notamment le poids de la réponse de la première année de traitement dans les réponses mesurées à 2 ans ou plus tard, et même jusqu'à taille finale. Et on voit que ce poids est important. Ce que ça veut dire, si je traduis les maths en langage courant, ça veut dire que, en fait, si la première année fonctionne bien, s'il y a un gain statural intéressant la première année, le traitement est très bien parti et on sait qu'il continuera à fonctionner. Donc il faut attendre au moins 6 mois pour voir bien l'accélération de la vitesse de croissance et au mieux 1 an pour être sûr que ce traitement fonctionne bien. Merci. Et du coup, pour compléter un petit peu cette première question, combien de centimètres mon enfant peut prendre en 1 an? Ça va dépendre de l'âge. Pour qualifier un petit peu la réponse, on va partir du seuil en dessous duquel on trouve que la réponse est insuffisante et globalement, on considère qu'un enfant, la première année, va gagner, on parle plutôt en couloir de croissance, vous savez, sur les courbes de croissance, parce que les centimètres vont dépendre de l'âge, mais les couloirs de croissance se visualisent bien sur les courbes de croissance, et on dit que la première année, c'est très logique de rattraper plus d'un demi-couloir de croissance, et probablement autour de 0,7, 0,8 couloirs de croissance. Donc d'avoir pu gagner, s'être rapproché du couloir de croissance supérieur au bout d'1 an. C'est ce qu'on attend d'un traitement et si on est en dessous de ça, là, le médecin va s'interroger sur la raison de cette réponse thérapeutique. Merci. Une autre question un peu plus sur le côté prévention. Si la courbe de croissance des 2 parents est faible, faut-il faire un traitement d'hormones de croissance préventif ou précoce? Donc là, j'imagine que la question, c'est si on a des parents qui sont plutôt de petite taille, est-ce que l'enfant va devoir avoir un traitement par hormone de croissance? Alors la réponse est clairement non. Il faut comprendre. Et dans nos travaux et les travaux d'autres personnes, on s'aperçoit que quand il y a un parent qui est 2 couloirs en dessous de la taille moyenne, ou des parents qui les 2 sont en dessous de ces couloirs-là, eh bien souvent on peut comprendre qu'il y a une transmission par exemple, de petites anomalies osseuses qui fait que l'os ne répond pas bien à l'hormone de croissance et que la taille est faible à la fois chez les parents et l'enfant. Donc ce n'est pas inéluctable parce que les parents sont plutôt de petite taille que l'enfant le soit aussi. C'est souvent la résultante d'une transmission dans la famille d'une cause de petite taille. Donc la réflexion là, elle n'est pas simplement, elle est même probablement pas thérapeutique, il n'y a pas de traitement préventif. Elle est plus pourquoi cette situation. Et parfois, ça amène à comprendre la cause et ça amène à éventuellement proposer un traitement par hormone de croissance si la cause a l'autorisation d'être traitée par hormone de croissance dans le cadre légal. Merci. Une nouvelle question. Donc, à partir de quel âge les enfants sont-ils autonomes pour faire les injections eux-mêmes? Alors, je veux bien répondre, c'est très variable. Il y a des enfants qui, très très jeunes, à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, on va dire, bien sûr sous la surveillance d'un parent, mais sont en capacité, à l'aide de leur dispositif injecteur, de le faire tout seul.
Et puis, il y a des enfants qui sont beaucoup plus âgés, 12 ans, 13 ans, voire même 14 ans, et qui attendent que quelqu'un d'autre le fasse parce qu'ils n'osent pas le faire. Donc, en fait, si l'enfant a envie de le faire tout seul, même s'il est tout petit, il faut qu'il s'approprie son dispositif pour devenir autonome. C'est aussi la manière pour lui de s'approprier son traitement. Donc, ça peut être très très jeune. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en ai vu à 6 ans qui le faisaient. Oui, et je vais compléter. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'âge. Et c'est important d'accepter le rythme de l'enfant et de la famille. Chaque enfant a son tempo. Et de valoriser ce qu'ils sont capables de faire. Parfois, ils ne vont pas être autonomes pour leur traitement de A à Z dans toute la logistique du traitement. Ils vont participer, par exemple, juste à positionner l'aiguille ou à appuyer juste sur le bouton. Et ça va être à valoriser. C'est des petites actions. Et après, bien sûr, s'ils arrivent à être autonomes de A à Z, c'est très bien. Mais s'ils ne le sont pas, les adultes sont là pour les accompagner. S'il y a besoin aussi, on peut mettre une infirmière libérale pour les accompagner. Et l'objectif, c'est que l'injection, elle soit faite du mieux possible à la maison, dans un climat serein et détendu. Voilà, ça va être ça la priorité. Et après, on aide et on accompagne l'enfant à devenir effectivement de plus en plus autonome, mais ce n'est pas non plus la priorité. Après, oui, moi je voulais simplement ajouter que derrière l'autonomie, il y a le côté est-ce que ça va gêner la vie quotidienne de l'enfant de ne pas être autonome, en particulier les week-ends chez les amis, les choses comme ça. Et donc c'est vrai que, et là je me tourne vers vous, vous pourrez donner votre avis, hein, chacun de vous, mais on va dire un enfant au collège, techniquement il a la capacité à être autonome. Je parle de capacité technique. Et s'il ne le souhaite pas et que ça n'a pas d'impact sur son quotidien, sur sa vie quotidienne, sur sa vie sociale, c'est pas forcément important qu'il le soit. Si ça a un impact sur sa vie quotidienne, sa vie sociale, c'est utile. Et là, il y a des dispositifs. Hein. Les équipes de soins sont justement tout à fait formées à permettre l'autonomie, les associations également. Hein. Donc, derrière l'autonomie, il y a l'enjeu de pourquoi être autonome et surtout que la vie sociale de l'enfant soit maintenue comme elle, à égalité de celle de ses pairs, en fait, de ses amis. Merci pour ces réponses. Donc, une nouvelle question concernant le traitement. Est-ce un traitement à vie ? Je pense qu'il faut comprendre que l'hormone de croissance, comme on a déjà fait un peu allusion chez l'enfant petit, c'est une hormone qui a des actions plus larges que la simple croissance. Alors évidemment, chez l'enfant, l'action archétypale, l'action phare, c'est l'action de croissance. Mais cette hormone de croissance, finalement, au fond, c'est vraiment une hormone métabolique. Elle a des actions favorables en augmentant le muscle, en diminuant la graisse. Elle a des actions favorables sur l'établissement de la solidité osseuse, en permettant la minéralisation de l'os. Et puis, elle a des actions favorables sur le cardiovasculaire. Donc, quand on a dit ça, on comprend que si on a un déficit dans l'enfance et que ce déficit persiste à l'âge adulte, il puisse être nécessaire de proposer le traitement à l'âge adulte, même s'il est moins impératif, parce que ne pas le faire ne se verra pas comme si on ne le fait pas chez l'enfant et que du coup la croissance s'arrête. Mais et plus subtilement, il faudra donc retester la capacité de l'enfant à fabriquer de l'hormone de croissance, si on parle de déficit ici, après la fin du traitement par hormone de croissance pour assurer sa croissance. Et là, il y a un peu des cas de figure. Soit l'enfant avait un déficit en hormone de croissance isolé et éventuellement idiopathique, comme cet enfant Azad qu'on a entendu, eh bien là, quand il n'y a pas de marqueur morphologique, c'est-à-dire de petite hypophyse, eh bien on a plutôt une restauration d'une sécrétion suffisante. Parce que s'il faut 2 mg par jour en pleine croissance à la puberté, 1,2 mg sécrété par l'hypophyse, ça va suffire pour un vieil adolescent qui a déjà fini sa croissance, et puis 0,5 mg, ça va suffire pour l'adulte qu'il sera plus tard. Par contre, si on a des déficits multiples hypophysaires, et des déficits en hormones de croissance peuvent être associés à d'autres déficits de l'hypophyse, à ce moment-là, ou s'il y a un marqueur morphologique,
une petite antihypophyse, une mauvaise connexion entre le cerveau et la partie qui fabrique l'hormone de croissance, là, la probabilité que le déficit persiste à l'âge adulte est plus forte. Et donc là, si le déficit est confirmé chez ce vieil adolescent qui a fini sa croissance, on pourra être amené à lui proposer un traitement par hormone de croissance et de le continuer pour les bénéfices métaboliques et non plus de croissance de l'hormone. Merci. Donc justement, on a une question en rapport avec ce que vous venez de dire. Donc après des tests de stimulation par hormone de croissance, le médecin a demandé à la famille de faire une IRM hypophysaire. Quel est cet examen? Michel, et pourquoi le réalise-t-on? Quand on a une suspicion de déficit en hormones de croissance, finalement, pour établir au mieux le diagnostic, il y a la science de la croissance, l'oxologie, il y a les hormones, et puis le troisième point important, c'est de comprendre comment est la glande qui fabrique, la glande endocrine, qui fabrique et sécrète l'hormone de croissance. Et c'est là qu'intervient l'IRM. L'IRM, c'est une imagerie par résonance magnétique, donc ça permet de visualiser le cerveau, et puis la petite glande qui est comme une cerise appendue par sa tige au cerveau, qui est l'hypophyse. Et c'est là le siège de la sécrétion de l'hormone de croissance, et on recherche plus particulièrement soit des malformations de l'hypophyse, soit une petite hypophyse, puisqu'on estime que 50% des cellules de la masse de la cerise, si je puis dire, ce sont des cellules à hormones de croissance. Donc s'il y a un déficit en hormones de croissance, eh bien parfois cette cerise est un peu raplapla, un peu plate, un peu petite, peu haute, et donc il y a un argument pour dire qu'il y a un déficit en hormones de croissance. Ceci dit, l'IRM peut être parfaitement normal, mais la sécrétion ne pas se faire. Merci. Nous avons eu de nombreuses questions également sur le RCIU. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Et ensuite, est-ce qu'on peut le traiter par hormone de croissance? Aujourd'hui, on dit plutôt naître petit pour l'âge gestationnel, c'est-à-dire qu'on se réfère aux coordonnées de naissance et aux coordonnées de naissance donc ajustées au terme par rapport aux normes de coordonnées de naissance. Donc le fait d'être né petit pour la gestationnelle peut entraîner, en fait peut s'associer à une persistance de cette petite taille au-delà de la naissance. On considère que 90% des enfants qui sont nés petits pour la gestationnelle vont avoir finalement un rattrapage de croissance dans les premières années et donc avoir une taille qui va revenir dans les normes de taille de population, mais à peu près 10% d'entre eux vont rester petits jusqu'à l'âge de 4 ans. Et à partir de ce moment-là, si l'enfant reste trop petit et que cette petite taille est bien attribuée au fait d'être né petit pour la gestationnelle, eh bien, il y a la possibilité d'un traitement par hormone de croissance. Mais il y a une démarche aussi. Hein, en général, on va faire devant cette petite taille une démarche d'analyse pour rechercher finalement le panel des causes qui peuvent être responsables d'un défaut de croissance postnatale. Je peux peut-être juste compléter en disant même qu'il me semble, et sous réserve de vérifier les chiffres que je vais avancer, qu'en France, plus d'enfants sont traités parce qu'ils sont nés petits par la gestationnelle et qu'ils n'ont pas rattrapé, que d'enfants qui ont un déficit en hormones de croissance. Je crois qu'on avance le chiffre de 10 000 enfants traités pour ce qu'on appelait avant retard de croissance intra-utérin, RCU, qu'on appelle maintenant petit pour l'âge gestationnel et n'ayant pas rattrapé sa taille, alors que le déficit en hormones de croissance reste une maladie rare. On estime avec un enfant sur 4500, un enfant sur 5000 atteints. Merci. On a également des questions sur l'impact des produits laitiers et la croissance. Donc, y a-t-il un lien entre ces apports? Alors là j'aime bien répondre, je vais vous dire, parce qu'il y a de très belles études qui étudient, alors là, celle que je vais citer, elle étudie les garçons, parce que c'est plus facile, il y a les services militaires, etc. Dans 115 pays différents, des économistes se sont mis à regarder à la fois la croissance en fonction du niveau de vie, la croissance en fonction de l'alimentation. Et ils ont très clairement montré qu'il y a une corrélation en fonction des calories,
c'est pas inattendu, mais aussi de la qualité de l'alimentation. Et en particulier, le fait que, par exemple, les Hollandais, qui sont les plus grands d'Europe, les plus grands du monde d'ailleurs, mangent beaucoup de produits laitiers dans la petite enfance, a probablement contribué à ce qu'ils soient les plus grands en Europe. À l'inverse, le fait que le riz soit plus utilisé en Asie a probablement un rapport avec, en moyenne, les plus petites tailles en Asie. Donc il y a un lien entre l'apport de produits laitiers et la croissance quand on regarde de manière large les pays du monde et l'apport en ces produits laitiers. Merci pour cette réponse. On a une autre question également, un peu plus sur le côté psychologique. Donc, comment et doit-on aborder le sujet avec un enfant de 3 ans ou moins de 3 ans, alors qu'il n'a pas encore conscience d'être petit ? Alors, c'est une réponse difficile. C'est vrai que les jeunes enfants, leur marqueur un petit peu de perception de croissance, c'est quand ils commencent à aller à l'école. Et c'est vrai que quand on est en petite section, finalement, la taille représente rarement une sorte d'enjeu social d'intégration. L'intégration à l'école, c'est beaucoup autre chose que la taille. Donc, les jeunes enfants souffrent rarement de leur taille. C'est les parents, du coup, je dirais, c'est à cet âge-là, ce sont les parents qui peuvent s'en inquiéter. On en revient un petit peu à ce qu'on a pu dire au départ, c'est-à-dire que si vraiment la croissance de l'enfant sort de ce qu'on attend, soit au plan génétique, soit au plan des courbes de croissance, soit parce que la croissance s'infléchit, il faut interroger son médecin parce que ça peut être le signe d'une maladie sous-jacente. Et le fait que l'enfant n'en souffre pas n'est sans doute pas un élément pour se dire je vais attendre, en tout cas je ne vais pas me poser la question maintenant. Donc voilà, je crois que vraiment chez un jeune enfant, même s'il grandit mal finalement, enfin s'il grandit mal, même s'il n'en souffre pas, eh bien il y a une question médicale, il y a une question il y a une attention médicale à porter. Donc les parents peuvent solliciter le médecin sur ce point-là. Un tout petit peu, peut-être, Michel a cité tout à l'heure le fait qu'on donnait par exemple de l'hormone de croissance pour des enfants qui avaient des déficits profonds qui pouvaient être néonataux et que les raisons de ces traitements sont essentiellement métaboliques. Même si l'altération staturale en rapport avec des déficits en hormones de croissance présents à la naissance va se voir dans les premières années, finalement, le besoin du traitement répond aussi à des nécessités métaboliques et pas seulement au fait d'attendre que l'enfant souffre de sa petite taille. Et moi, je voudrais faire un commentaire parce que sur la différence de reconnaissance sociale pour les filles et les garçons, c'est un thème qui m'est cher. On sait que dans les bases de données d'enfants traités, il y a une surreprésentation des garçons. À peu près 60% de garçons traités aux États-Unis et 57% de garçons traités en Europe versus donc moins les filles. Alors qu'il n'y a pas de raison de penser que les problèmes de santé sous-jacents à ces déficits en hormones de croissance ou à ces retards de taille soient différents chez les filles et les garçons. Ce qui veut dire qu'il y a une reconnaissance sociale moindre du retard de croissance et de la petite taille chez la fille que chez le garçon. Donc je voulais juste faire ce point, que ce soit des filles ou des garçons, il faut avoir la même attitude d'exploration du retard de croissance avec les mêmes critères, les 3 critères qu'on a énoncés au début de ce webinaire. Oui, et puis quelque chose d'important qu'on n'a peut-être pas encore dit depuis le début, c'est en fait quand on mesure les enfants, il ne faut pas hésiter à reporter ça sur la courbe de croissance. Il n'y a pas que le médecin qui peut écrire dans le carnet de santé. Les parents doivent inscrire très régulièrement la taille de leur enfant sur la courbe de croissance. Parce que si on n'a pas une courbe de croissance bien établie, bien fournie, quelquefois on a du mal à savoir pourquoi l'enfant finalement
est si petit au moment où on commence à le suspecter. Donc il faut les mesurer, il faut reporter cette mesure sur la courbe du carnet de santé. Et oui, les petites filles aussi, elles ont le droit d'être traitées si elles ont un problème de taille et d'hormones de croissance. Et c'est vrai que les parents s'inquiètent beaucoup plus pour les garçons que pour les filles. Et c'est pas très normal.